Mars 1943. Les convois d'escorte de l'Atlantique Nord sont en train de sombrer. En un seul mois, les sous-marins allemands ont envoyé par le fond 180 000 tonnes de navires alliés. La logique mathématique des bases sous-marines est d'une cruelle simplicité. Le taux de réussite des charges de profondeur n'est que de 5%. Pour couler un sous-marin, il faudra payer le prix de 60 attaques infructueuses. Si cela continue, le Royaume-Uni mourra de faim avant l'été. Walker, loyal, se tenait sur le pont de la frégate HMS Cambridge, regardant au loin un autre navire marchand prenant feu sur l'horizon. Le technicien sonar signale soudain la détection de 2 cibles, peut-être 3 sous-marins allemands, qui rôdent comme une meute autour du convoi. Walker ordonne d'exécuter la tactique d'attaque standard aux grenades anti-sous-marines. La frégate fonce vers la position suspectée et largue 24 grenades anti-sous-marines, chacune chargée de 300 livres d'explosifs puissants Torpex. En un instant, des colonnes d'eau blanche jaillirent de la surface de la mer, mais l'écran sonar devint complètement vide. Le signal de la cible disparut. C'est là le défaut fatal de la tactique anti-guerre sous-marine. L'instant même où l'attaque est lancée, c'est le moment où le chasseur devient aveugle. L'onde de choc de l'explosion rendra le sonar totalement inopérant pendant 15 minutes. Et pendant ce temps, le sous-marin aura disparu. Il sera descendu à 700 pieds, une profondeur que les charges de profondeur ne peuvent pas atteindre. Au quartier général des U-boats à Paris, Karl Dönitz, l'amiral étudie la carte avec satisfaction. Sa meute a remporté une grande victoire. Pour chaque sous-marin allemand coulé par les Alliés, ils perdent 10 navires marchands. Un tel ratio de pertes est intenable. Au rythme actuel des pertes, le convoi marchand allié sera anéanti avant Noël. Mais Dönitz ne le saura pas, qu'à 200 miles au sud, à bord d'un destroyer d'escorte nommé Fanad, un chimiste canadien, sans aucune expérience navale, est sur le point de changer radicalement le cours de la bataille des sous-marins. Il s'appelle Charles Goaudu. Sous le courrier du pont avant du Fanad, abritait une arme que l'officier d'artillerie de la Marine royale avait jugée tactiquement absurde, et un gaspillage de ressources, une idée fondamentalement intenable. Son apparence rappelait un instrument de torture médiéval. 24 canons disposés en cercle, chacun chargé d'un obus à empennage. Pas beaucoup plus gros qu'une poubelle. Les hauts gradés de la marine lui avaient donné le surnom d'hérisson, et le snobait, l'évitant à tout prix. Chaque obus du canon hérisson ne contenait que 35 livres d'explosifs, ce qui était dérisoire comparé aux 300 livres d'une grenade anti-sous-marine. C'était négligeable. Ses propres officiers se moquaient de lui, disant qu'il attaquait la baleine d'acier avec un pistolet à eau. Mais Goodnough avait déjà fait le calcul. Toute la perception de la Royal Navy sur la guerre était fausse. Pour comprendre à quel point les Alliés perdaient la bataille de l'Atlantique, il fallait d'abord saisir la nature des grenades anti-sous-marines. Depuis leur apparition en 1916, il a toujours été la seule arme principale de l'arsenal de Phan Kiang, et sa conception de base n'a subi aucune amélioration substantielle en 27 ans. Ce cylindre en acier rempli de 300 livres d'explosifs puissants détonnait de manière furtive à une profondeur prédéfinie. Le principe est simple et brutal, mais son efficacité au combat était presque nulle. C'est une impasse tactique sans solution. Pour couler le sous-marin, les charges de profondeur doivent exploser dans un rayon de 200 pieds. Pour réaliser une telle frappe précise, il faut un contact sonar continu et stable. Mais dès que nous larguons les charges, l'explosion détruit complètement l'image du sonar, laissant le navire viser la position de la cible d'il y a 15 secondes. Attaques aveugles. Un ensemble de données choquants en est la meilleure preuve. De septembre 1939 à décembre 1942, la Marine impériale a mené 5174 attaques de grenades anti-sous-marines, ne coulant que 85,5 sous-marins, y compris ceux qui ont coulé après avoir été endommagés. Le taux de succès n'était que de 1,65%. Chaque U-boot détruit nécessitait 60 attaques. Pour détruire les 400 U-boots de la Kriegsmarine, il faudrait mener 24 000 attaques, consommer 600 000 grenades anti-sous-marines. À ce moment-là, les convois alliés seraient déjà décimés. L'escorte, les commandants de flotte ont tout essayé pour augmenter leur taux de victoire. En élargissant la zone de couverture des grenades anti-sous-marines, ils sont passés de 6 grenades anti-sous-marines par attaque à 24.
Ils ont réduit l'intervalle de largage de 15 secondes à 10 secondes. Ils ont essayé la formation en losange, formation de bombardement en étoile, trapézoïdale et autres, mais tous leurs efforts étaient vains. Le taux d'échec restait constamment de 98%. Les capitaines de destroyers le savaient très bien. Les capitaines de sous-marins allemands avaient déjà compris la zone d'ombre du sonar des grenades anti-sous-marines. Dès qu'ils entendaient les hélices d'un destroyer s'approcher rapidement, ils ordonneront une plongée d'urgence, vider les ballastes et plonger à un angle de 30 degrés. Pendant que l'écran sonar est submergé par le bruit des explosions pendant 15 minutes, le sous-marin plongera dans la thermocline à 250 pieds. Le changement soudain de température de l'eau réfractera les ondes internes, rendant la détection totalement inefficace. Lorsque les interférences sonores se dissiperont, le sous-marin s'était déjà éloigné de 400 yards. Pire encore, les charges de profondeur ont eu un impact psychologique grave. Chaque explosion, qu'elle touche ou non, génère une onde de choc massive qui balaie tout le convoi. Les marins marchands regardaient la mer se soulever en vagues gigantesques. Nous ne pouvons que prier pour l'escorte. Les commandants des destroyers savent ce qu'ils font. Mais en réalité, ils ne le savent pas. 75% des cibles d'attaque sont des signaux fantômes. Ça pourrait être un banc de poissons, une thermocline, ou même le sillage d'un autre navire. Le consensus des experts de l'époque était étonnamment unanime. Les grenades anti-sous-marines étaient la meilleure arme anti-sous-marine dont disposaient les Alliés. Mais ce n'était pas suffisant. En mars 1942, lors d'une réunion à Liverpool, le département des opérations d'escorte de l'Amirauté présenta un rapport de situation accablant. Au rythme actuel des pertes, les réserves alimentaires britanniques ne tiendront que 90 jours. Les réserves de pétrole, elles, ne tiendront que 60 jours. Les sous-marins allemands sont en train de gagner cette guerre par une simple arithmétique. Le commandant Gilbert R. L. Robertson, de l'école de tactique de la Royal Navy, l'a écrit dans son rapport d'opération. Les attaques aux grenades sous-marines ont un défaut fondamental. Nous attaquons l'endroit où le sous-marin était, et non là où il se trouve actuellement. Nous avons besoin d'une arme capable de maintenir un contact sonar pendant l'attaque. Mais une telle arme n'existe tout simplement pas. La situation était alors devenue une question de vie ou de mort. Le Royaume-Uni doit importer 55 millions de tonnes de matériel chaque année, y compris les céréales, le carburant, mais tout ce qui est nécessaire à la survie et aux opérations. La vitesse à laquelle les convois perdent des navires dépasse de loin la capacité de construction des chantiers navals. En mars 1943, au plus fort de cette bataille, 130 navires alliés furent coulés. Les pertes en tonnage s'élèvent à 627 000 tonnes. Si cela continue, cette nation insulaire sera forcée de se rendre, à cause de la famine avant l'automne. Cependant, l'espoir de changer la donne ne vient ni des départements de recherche de l'Amirauté, ni des ingénieurs navals expérimentés, mais d'un chimiste canadien de 39 ans. Il ne sait pas distinguer la proue de la poupe d'un navire de guerre, mais il est dans le sous-sol d'un immeuble de bureaux délabré à Londres, dans un laboratoire, en train de réécrire l'histoire en silence. Ses amis l'appellent Charlie. La marine le considère comme un dangereux amateur, mais l'histoire se souviendra de lui, comme celui qui a mis fin au cauchemar des sous-marins, Charles Frederick Goodfellow. Avec le concepteur d'armes de la Royal Navy, ne correspondait pas à l'image attendue. En 1904, il est né à Nepawa, au Manitoba, au Canada, titulaire d'un doctorat en chimie et d'une formation en ingénierie navale. Il n'avait jamais été en mer, son expérience militaire et n'avait jamais conçu d'armes. Lorsque la guerre éclata en 1939, il était maître de conférences à l'University College de Londres, enseignant la téléphonie et la tension superficielle aux étudiants de premier cycle. D'après son CV, il n'aurait jamais dû avoir affaire à des navires de guerre. Mais Goodfellow possédait deux qualités, plus importantes que son expérience. Oser poser des questions pointues, et refuser d'accepter la réponse paresseuse. Que nous avons toujours fait les choses ainsi. En octobre 1939, le ministère de la Marine britannique a créé le Bureau de recherche sur les armes. C'était un département expérimental, mis en place pour résoudre des problèmes épineux. Une façon euphémique de dire, ils ont désespérément besoin d'un innovateur qui sorte des sentiers battus. Goodfellow s'est porté volontaire. Le comité de sélection était très sceptique. Un membre a noté dans son dossier:
Expérience pratique limitée. Ces méthodes de recherche théorique risquent de ne pas satisfaire les besoins opérationnels urgents. Malgré cela, le comité l'a embauché de manière exceptionnelle. En janvier 1940, Gudeff s'installe dans un sous-sol aménagé sous la porte de la Rhénane. Il dirige une équipe composée de 7 scientifiques et ingénieurs. Aucun membre de l'équipe n'a d'expérience dans la marine, surnommé par les amiraux une farce d'amateurs. Mais pour Goodfellow, ces gens, parce qu'ils en savaient trop peu, ne seraient pas entravés par la pensée conventionnelle, qui disait que c'était impossible à faire. Sa première tâche fut le démagnétisage et le déminage, en enroulant des câbles autour de la coque pour annuler le champ magnétique, protégeant ainsi le navire des mines magnétiques. Cette technologie a été un grand succès, sauvant la vie de centaines de navires. Et ce qui attendait Goodnough était une série de problèmes apparemment insolubles. En mars 1941, il fut convoqué au département de la marine pour la lutte anti-sous-marine. La mission était directe. Nous perdons la bataille contre les charges de profondeur. Une solution de rechange est urgente. Goodfellow embarque sur le destroyer Brock pour 2 semaines en mer, afin d'observer les opérations anti-sous-marines. Il a été témoin de 6 tirs contre des cibles sous-marines suspectées, qui se sont tous soldés par un échec. Chaque attaque suivait le même schéma. S'approcher de la cible. Lancement de la bombe. Perte du signal sonar. Attendre 15 minutes pour reprendre la recherche. Mais le sous-marin s'est déjà évanoui. Le 3e jour, dans la salle sonar du Brock, Goodfellow a eu une illumination soudaine. Le problème ne réside pas dans la puissance de l'explosion, ni dans le réglage de la profondeur, mais dans la différence de temps. La tactique des grenades anti-sous-marines traditionnelles oblige à être aveugle au moment de l'attaque. Il se tourne et demande au sonariste. Et si nous pouvions suivre la cible en continu pendant l'attaque, qu'est-ce que ça donnerait? Le sonariste le regarde avec incrédulité. C'est impossible, officier, l'explosion détruira complètement l'écran sonar. Gudkoff calcule à toute vitesse dans sa tête. La vitesse de déplacement du sous-marin est d'environ 7 nœuds, ce qui équivaut à 12 pieds par seconde. Pendant les 15 minutes suivant l'explosion d'une grenade anti-sous-marine, dans la zone d'ombre acoustique, le sous-marin peut parcourir 10 800 pieds, plus de 2 miles. Ainsi, un taux de réussite de 5% n'est pas étonnant. Nous ne chassons pas du tout des sous-marins. Goodfellow eut une illumination. Nous pourchassons des fantômes. La solution se dessinait. Un tir vers l'avant. Une arme qui n'explose qu'au contact de la cible. Sans réglage de profondeur préalable, sans temporisation furtive, et donc sans interférence acoustique. Les obus seront lancés par le tireur, formant une formation de points autour du sous-marin, et le sonar pourra maintenir le suivi en permanence. Pour les obus qui touchent, s'enfonceraient silencieusement au fond de l'océan, sans produire le moindre bruit. Elles n'exploseraient qu'en cas d'impact. Ce concept était simple et logique, mais il allait à l'encontre de la doctrine de la Royal Navy contre les mines. Dans le réfectoire de l'amirauté, Goodfellow, il a dessiné l'esquisse du design sur une serviette en papier, un ancien canon qui tirait de petites bombes vers l'avant. Utilisant une fusée à détonation par impact, sans réglage de profondeur, il tirait plusieurs obus en formation circulaire, pour maximiser la probabilité de toucher la cible. Ce truc ressemble à quelque chose de Jules Verne. Une invention de roman de science-fiction. Avril 1941. Goodkoff arrive avec ses croquis. À la réunion du comité de développement des armes, tous les experts en armement de la marine fixent les croquis et se taisent. Puis, les critiques fusent de toutes parts. La charge explosive est trop faible. 35 livres d'explosifs ne peuvent pas percer la coque pressurisée d'un sous-marin. Goodfellow rétorqua. Il n'est pas nécessaire de percer. L'obus frappe directement la coque du bateau. L'onde de choc générée par l'explosion se propage à travers l'acier, suffisamment pour faire sauter les rivets et les soudures, faire couler le sous-marin. La portée est trop courte. 250 yards, c'est pratiquement un tir à bout portant. C'est là que réside la clé. Goodfellow explique. Nous pouvons maintenir le contact sonar pendant toute l'attaque, et compenser le manque de puissance explosive par la précision. Les points d'impact des obus sont trop dispersés. Les 24 obus sont disposés en cercle. L'espacement est trop grand. Le modèle mathématique montre le contraire. Goodfellow sort les données. Un schéma de dispersion circulaire de 70 pieds de diamètre. La probabilité d'un impact est de 19%. En supposant que le sous-marin soit dans la zone de dispersion, cette probabilité est 4 fois celle des grenades anti-sous-marines. Le directeur de l'armement de l'amirauté, Herbert Lee,
avec un visage plein de loyauté et de piété filiale. Dit à voix haute. Votre plan n'est pas tenable tactiquement. Vous demandez au destroyer de foncer à pleine vitesse sur le sous-marin, pour lancer ces feux d'artifice dont l'explosion est incertaine, sans garantir l'efficacité du tir. Ceci va à l'encontre de tous les principes opérationnels établis de la marine. La réunion est terminée. Mais Goodfellow n'est pas sans soutien. Le commandant de la flottille de destroyers de Scapa Flow, le colonel Charles Mills, était son fervent partisan. Mills avait subi 3 attaques de sous-marins. Et son escorte avait perdu 4 navires marchands. Il était acculé. Prêt à essayer n'importe quelle méthode. Construisez-moi un prototype. Mills dit à Goodfellow. Installez-le sur mon destroyer. Je vais en mer. Test. Goodfellow s'est associé à Stuart Black. Black est un officier de l'armée talentueux mais excentrique. Il a inventé le système de lancement de canon à tige, sans canon, s'appuyer sur une tige métallique, permet de propulser le projectile. Le principe est similaire à celui du trébuchet médiéval. Bien que cet appareil soit rudimentaire et grossier, il est néanmoins efficace. En juillet 1941, le premier modèle circulaire fut achevé. 24 bras de lancement sont installés sur un cadre en acier, disposés en 4 rangées, soudés sur le pont avant. D'un vieux destroyer de classe 5, le HMS Viscount, cette modification violait 6 normes techniques de la Royal Navy. Le lanceur n'était pas renforcé. Le système de contrôle de tir était si rudimentaire qu'il ne comprenait qu'un chronomètre et une boussole. Il n'y avait même pas de dispositif de verrouillage de sécurité. Un officier d'inspection a écrit dans son rapport. Ces babioles de mauvaise facture ne sont même pas autorisées près de la zone de combat, à moins de 5 miles. Novembre 1941, au large des côtes écossaises, le Westco effectue son premier tir d'essai. Le capitaine ordonne de tirer 24 obus. Les obus fendent le ciel en laissant des traînées de fumée, pour atterrir avec précision sur la surface de la mer, formant un prototype parfait. Les obus atteignent leur cible et coulent silencieusement au fond de l'océan. L'officier de test envoie un télégramme à la base. La formation des points d'impact est conforme. L'arme est prête pour les tests en conditions réelles. Cependant, ce rapport est classé sans suite par le ministère de la Marine. Durant les 11 mois suivants, le canon anti-hérisson sur le pont du Westcott, sous la bâche, exposé aux intempéries, rouille de plus en plus. Octobre 1942, la situation dans l'Atlantique passe de mauvaise à catastrophique. Ce mois-là, les sous-marins allemands coulent des navires alliés, d'un tonnage atteignant 619 000 tonnes. Le système d'escorte est au bord de l'effondrement. Churchill a écrit dans son journal, pendant la guerre, la seule chose qui m'ait vraiment effrayé était la menace des sous-marins. Goethe a demandé à rencontrer l'amiral Sir Nobel, commandant en chef de la défense maritime de l'Ouest. Une réunion d'urgence a lieu. Nobel a le dernier mot sur l'armement. Le 2 novembre 1942, la réunion se tient au Derby Building à Liverpool, le centre de commandement de la bataille de l'Atlantique. Goodnough arrive avec les données de test du HMS Viscount pour y assister, et derrière Nobel se tiennent 3 officiers d'armement expérimentés. Ils avaient déjà décidé que le canon hérisson était inutile et un gaspillage de ressources. La réunion était dans l'impasse dès le début. Good père a plaidé sa cause avec vigueur, disant que le canon hérisson pouvait maintenir le contact sonar pendant l'attaque de toute la ville. Mais les analyses de Dao montraient qu'il y avait seulement 19% de chances de toucher au moins une fois. Les tests en conditions réelles l'avaient prouvé. Li Shiman Hongxiao l'interrompit soudainement. Votre arme a été testée en mer pendant 6 mois, sans qu'un seul sous-marin ne prenne la poussière. Bien que la grenade anti-sous-marine ait des défauts, au moins il y a des enregistrements de base concrets. Vous nous demandez de remplacer des armes éprouvées et fiables par des jouets non prouvés. Le taux de réussite des grenades anti-sous-marines n'est que de 5%, mais c'est quand même 5% de mieux que votre canon à hérisson avec 0% de réussite. Noble fit signe de se taire. Dr Goodfellow, j'apprécie l'esprit d'innovation, mais nous perdons des vaisseaux plus vite que nous ne pouvons en construire. Ce n'est pas le moment de faire des expériences. Ce qui va se passer ensuite. Les différentes sources historiques présentent des récits différents. Les notes personnelles de Goodfellow indiquent qu'il n'a fait que présenter davantage de données pour étayer son argumentation. Mais selon le colonel Mills, qui était présent, ce chimiste habituellement courtois s'est mis en colère de manière inhabituelle. Vous utilisez des tactiques obsolètes. Enterrez toute l'escorte. La voix de Goodoff résonna dans la salle de réunion. Chaque charge de profondeur
était un avertissement pour les sous-marins que nous arrivions. Chaque explosion créait une zone de silence acoustique de 15 minutes. Vous chassez les sous-marins les yeux fermés, et vous êtes encore surpris par vos échecs répétés. La réunion a immédiatement explosé. Lee s'est levé brusquement, exigeant que Goodoff soit expulsé de la salle. 2 officiers se sont disputés à voix haute, réprimandant les civils pour s'immiscer dans les affaires militaires, manquant de connaissances tactiques. Le colonel Mills a argumenté avec raison, défendant le canon Hérisson avec sa propre expérience de combat. Certains ont même menacé de traduire Gudov devant une cour martiale, alors qu'il est un civil, et n'est nullement soumis à la loi militaire. L'amiral Noble les a laissés débattre pendant 2 minutes, puis a frappé violemment la table de son poing, comme un coup de marteau de juge. Assez, la réunion est devenue instantanément silencieuse. Nobel se tourne vers Liseman. Combien de sous-marins avons-nous récupérés le mois dernier? Liseman consulte ses notes. 12, confirmé, monsieur. Combien d'attaques avons-nous menées, monsieur? Liseman fait une pause. 347, monsieur. Avec un taux de réussite de seulement 3,5%. Les armes du docteur Godfellow n'ont toujours pas coulé de sous-marins, parce que nous ne l'avons jamais autorisé à les utiliser en conditions réelles. Nous allons équiper 20 destroyers de mortiers anti-sous-marins, et les tester en conditions réelles pendant 90 jours. Si cela échoue, nous reviendrons aux charges de profondeur. Si ça réussit, Nobel resta silencieux un instant, le ton grave. Si ça réussit, nous aurons peut-être une chance de gagner cette guerre. Lichiman fit une dernière tentative. Monsieur, les installations de production sont inactives. Parce que nous sommes incapables de produire davantage de ces grenades anti-sous-marines inutiles. Et le mortier anti-sous-marin nécessite moins d'explosifs, moins d'acier, et est plus simple à dissimuler. Le coût de fabrication d'un seul lanceur de grenades anti-sous-marines suffit pour produire 3 mortiers anti-sous-marins. Alors, exécuté immédiatement. Novembre 1942. Les premiers mortiers anti-sous-marins opérationnels. La rénovation est terminée. Le système 004 a été installé sur le destroyer Farnum. Le 27 novembre, le Farnum, au large du Groenland, alors qu'il escortait le convoi EM 4154, a détecté une cible sous-marine, à 1200 yards. Le capitaine de corvette Arthur Ward a donné l'ordre. Préparez l'attaque du canon Hérisson. Ce moment est celui que Goodop attendait depuis 16 mois. Ce moment est sur le point de changer radicalement les règles de la guerre navale. Le Vanam fonce à 20 nœuds. La flèche fend la surface glacée de l'Atlantique, soulevant des gerbes d'écume blanche. Le sonar est en alerte. Michael Brett, défenseur central, continuez à signaler l'azimut de la cible. Azimut de la cible 045. Distance 600 yards. Profondeur 150 pieds. Le sous-marin est dans la zone de plongée. Il se prépare clairement à lancer une attaque. Le capitaine Ward agrippe la balustrade de Cambridge, les yeux fixés sur le lance-grenades anti-sous-marin à l'avant. C'est très différent des charges de profondeur classiques. Ces dernières nécessitent que le navire passe au-dessus du sous-marin et largue les charges par l'arrière, alors que le mortier exige que le navire fonce droit sur la cible et tire les projectiles de l'avant. Cette tactique semble complètement folle, comme si cela allait à l'encontre de tous les manuels d'entraînement. À 400 yards, la voix de Brett était calme comme d'habitude. L'impulsion sonar était claire et stable. La position de la cible était maintenue. Rien que cela suffisait à être une percée révolutionnaire. À 250 yards. Vous pouvez tirer quand vous le souhaitez, monsieur. Sur ordre du capitaine Ward. Feu, 24 obus sont tirés d'un coup, produisant un grondement continu, comme 24 fusils tirant simultanément. Les obus, avec leurs ailerons, fendent le ciel gris de novembre, pour retomber précisément sur la mer, former un cercle d'impact d'un diamètre de 70 pieds dans la zone cible. Équipage, attendez 12 secondes après le propylène. L'heure d'explosion prévue est arrivée. La surface de la mer est calme. Aucun mouvement. Brett signale un relèvement de cible à 0,43, profondeur de 160 pieds, toujours sur place. C'est à ce moment, officier, qu'une sourde explosion retentit à 200 chevaux de mer. Une sourde explosion, suivie d'une seconde, puis une troisième, la mer s'embrase instantanément. D'énormes bulles et des nappes de pétrole jaillissent. Sur l'écran sonar, le signal de la cible commence à se fragmenter, puis une chute rapide, se scindant en deux. La voix de Brett tremble d'excitation. Signal de cible perdu.
Bruit de désintégration de sous-marin détecté. Le capitaine Ward n'a pas célébré immédiatement. 20 minutes plus tard. Des débris, des morceaux de pont en bois, font surface, un gilet de sauvetage, et une nappe de pétrole qui s'étend dans les vagues. Le Vahanam a coulé un sous-marin. Il a été confirmé après coup qu'il s'agissait du U-456 allemand. 3 grenades anti-sous-marines ont touché la cible directement. De la détection de la cible au naufrage du sous-marin. Le processus n'a duré que 4 minutes, sans utiliser une seule bombe de profondeur. Le taux de victoire contre les sous-marins est sur le point de changer radicalement. De l'hiver 1942 au printemps 1943, les destroyers équipés ont réalisé des exploits qui ont stupéfié l'amirauté. En janvier 1943, le Bittern coule le sous-marin U-653. En février, le Swal détruit le sous-marin U-302. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. De novembre 1942 à mai 1943, les navires équipés du canon Hérisson ont mené 268 attaques, coulant 47 sous-marins. Le taux de réussite était de 17,5%, soit 6 fois celui des grenades anti-sous-marines. L'avantage tactique de cette arme était écrasant. Le commandant pouvait maintenir le contact sonar pendant toute l'attaque, sans interférence acoustique due à l'explosion, ce qui ne révélerait pas l'intention d'attaquer, permettant aux obus de couler silencieusement au fond de l'océan, sans que le sous-marin ne s'en aperçoive. Les commandants de sous-marins allemands ne réalisaient souvent qu'ils étaient attaqués qu'au moment où l'obus frappait la coque. Et une fois touché par un obus de hérisson, le sous-marin était presque condamné. Les 35 livres d'explosifs critiqués pour leur faible quantité suffisaient, lorsqu'elles explosaient, au contact direct de la coque du bateau, à faire céder les rivets et les soudures de la coque pressurisée. L'eau de mer s'engouffrerait par les fissures, faisant sombrer le sous-marin en quelques secondes. Le commandement des sous-marins allemands, ils ont rapidement détecté ce changement. Les rapports des survivants indiquaient que les Alliés disposaient d'une nouvelle arme, telle une épée silencieuse tombée du ciel. Les tactiques d'évitement traditionnelles et les plongées d'urgence pour atteindre la couche de Hollandais sont devenues totalement inefficaces, car les destroyers attaquants n'avaient jamais perdu leur cible. Mars 1943, un sous-marinier allemand capturé décrit ce qu'il a ressenti lors d'une attaque aux roquettes anti-sous-marines. Vous entendez le destroyer qui approche, puis soudain, le silence. Pas d'explosion de grenades anti-sous-marines. Vous pensez qu'il a perdu sa cible, mais la seconde d'après, l'explosion retentit directement sur la coque, sans aucun avertissement, sans aucune règle pour l'éviter. C'était comme être visé par un tireur d'élite dans le noir. La nouvelle du mortier Hedgehog s'est rapidement répandue. En mai 1943, les convois alliés équipés du Hedgehog atteignaient un taux de succès anti-sous-marin de plus de 20%. Le 24 mai, les sous-marins allemands, le commandant des U-boats, Karl Dönitz, a pris une décision. Cette décision marque un tournant. Dans la bataille de l'Atlantique, il ordonne aux meutes de se retirer des routes d'escorte de l'Atlantique Nord. Ce mois-là, les Allemands perdent 41 sous-marins, ce qui dépasse largement la capacité de production des chantiers navals. Le ratio de perte est complètement inversé. Le chasseur et la proie échangent leur rôle. Le moment de gloire du canon Hérisson se produit en mai 1944 sur le théâtre du Pacifique. Un destroyer d'escorte américain est sur le point d'écrire le chapitre le plus glorieux de l'histoire des opérations anti-sous-marines. L'HMS England est un destroyer d'escorte de la classe Bantry, commandé par le major Walton Pendleton. Le 18 mai 1944, il quitte l'île de Manus, avec pour mission de traquer les sous-marins japonais. Le Swordfish est équipé de 2 lanceurs de mortier Hedgehog. Après des mois d'entraînement, l'équipage maîtrise parfaitement l'utilisation de cette arme. Ce qui s'est passé ensuite était sans précédent. Le 19 mai 1944, à 3h47, le sonar du HMS Asterisk Engadine Asterisk a détecté le sous-marin japonais I-16, à 11 800 yards. Pendleton a ordonné une attaque au mortier anti-sous-marin. Les tirs étaient d'une précision remarquable. Après 3 explosions, le sous-marin I-16 et tout son équipage ont sombré. 22 mai, 4h15. Le sous-marin britannique L-106 est touché par 5 obus de torpilles anti-sous-marines. Le sous-marin est détruit. 23 mai. Le sous-marin L-104 est détecté. Le premier tir de torpilles anti-sous-marines manque. Le deuxième tir touche le sous-marin 4 fois. Il coule. 24 mai, 2h03. Le sous-marin Ro 116 a été traqué et coulé. 3 obus de mortier anti-sous-marin ont touché
Le 26 mai, à 13h30, le sous-marin Ro 10 a été coulé, 2 coups au but. Le 31 mai, à 7h10, le HMS Inglefield attaque le sous-marin Ro 105. Les obus sont tombés légèrement devant la cible. 4 coups au but. Ce sous-marin japonais a implosé à 400 pieds de profondeur, se désintégrant complètement. Il a coulé 6 sous-marins en 12 jours. Un record qui n'a toujours pas été battu. L'amiral Ernest King, commandant en chef de la marine américaine, a adressé ses félicitations à tout l'équipage de l'Anglais. Il y aura toujours un HMS England dans la marine américaine. Le canon Hedgehog a sauvé des milliers de vies, voire des centaines de milliers. Il a renversé le cours de la bataille de l'Atlantique. Entre 1942 et 1945, la marine alliée en a équipé plus de 1000 destroyers, escorteurs de destroyers, frégates et corvettes. Équipé du canon Hérisson, cette arme a réalisé près de 300 attaques de sous-marins confirmées, un record. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, son taux de réussite est monté à 26%, soit 5 fois celui des grenades anti-sous-marines classiques. Entre 1943 et 1944, le tonnage des navires marchands alliés perdus a diminué de 70%. Le système d'escorte, au bord de l'effondrement, a été stabilisé et s'est progressivement développé. En juin 1945, Charles Goodnough, âgé de 41 ans, au palais de Buckingham, a reçu le titre de chevalier, conféré par le roi George VI. L'ordre de la médaille indique qu'il est récompensé pour sa contribution exceptionnelle au développement des systèmes d'armes, cruciaux pour la victoire dans la bataille de l'Atlantique. Toute la cérémonie de remise de la médaille n'a duré que 8 minutes. Gudef, fidèle à lui-même, est resté discret, refusant toute interview concernant ses attaques pendant la guerre. Après la guerre, il n'a pas écrit ses mémoires, ni donné de conférences, mais il est devenu directeur de l'Association britannique de recherche sur l'acier, se concentrant sur la recherche en métallurgie industrielle. En 1962, il a accordé une rare interview. Lorsqu'on lui a demandé le processus de développement du Hedgehog, sa réponse fut simple et directe. Je n'ai fait qu'appliquer les principes mathématiques, appliqués à des problèmes tactiques. Ce sont des dizaines d'ingénieurs qui ont concrétisé cette idée. Moi, je n'ai fait que quelques croquis. L'inventeur du système de tir pour vieux canons, Stuart Black, a reçu des honneurs similaires. Lui aussi est resté méconnu. Il a consacré ces dernières années à l'invention d'équipements agricoles. Ceux qui ont fabriqué les lanceurs prototypes les ont soudés sur le pont du destroyer toute la nuit. Ils ont formé les équipages sous le feu. Les techniciens qui manipulaient cette arme, leurs noms n'apparaissent que dans les rapports techniques. Jamais dans les livres d'histoire. Mais les capitaines qui commandaient les destroyers au combat, nous n'oublierons jamais leurs exploits. En 1968, le commandant du Fanon, tirant avec un canon à hérisson, le capitaine Arthur Ward, commandant d'un sous-marin, a écrit dans ses mémoires « Les armes de Guderian ont sauvé mon navire de guerre à 3 reprises, et peut-être aussi ma vie. » Après 1943, chaque marin marchand rentrait sain et sauf. Lui devait une dette qu'ils n'ont jamais connue. Après la mort de Goodfellow en 1980, on a trouvé dans ses effets personnels un mot anonyme, conservé dans les archives du musée impérial de la guerre. Le mot était daté de mai 1946 et écrit au crayon sur du papier ligné. Dr Goodfellow, j'étais signaleur dans l'équipaire 4154. Avant que notre navire ne coule dans le Farnum, notre flotte avait perdu 11 navires. Au cours des 2 années suivantes, nous n'en avons perdu que 3. C'est grâce à vous que nous sommes rentrés sains et saufs. Merci. Le mortier anti-sous-marin Hedgehog est resté en service jusqu'aux années 1960. La marine soviétique a développé le lance-roquettes anti-sous-marin RBU-6000. C'était une version modernisée du Hedgehog. Il est toujours en service sur les navires de la marine russe aujourd'hui. Le système de missiles anti-sous-marins ASROC de la marine américaine a conservé le principe de base du lancement vers l'avant. Aujourd'hui, il est équipé d'un guidage par ordinateur et d'un système de positionnement global. La modernisation de la fusée de base suit toujours le concept central de Goodfellow. Maintenir le contact, attaquer vers l'avant, détonation par impact. Aujourd'hui, le nom de Charles Goodfellow, dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, n'est qu'une note de bas de page peu connue. Dans la plupart des documentaires sur la bataille de l'Atlantique, son nom n'est jamais mentionné. Pas de statue, pas de mémorial, aucun musée dédié à ses exploits. Il est le genre de héros que les livres d'histoire oublient. Un homme discret, qui a résolu une énigme apparemment insoluble. Il a renversé le cours de la guerre, puis est retourné tranquillement au laboratoire, sans faire de vagues.
La leçon que cette histoire nous apporte n'a rien à voir avec les armes, rien à voir avec la tactique. Elle concerne un type de courage, quand l'expérience s'établit, et les règles coûtent d'innombrables vies. Le courage de le remettre en question. Goodnough regarda le taux de réussite de 5% et demanda « Et si nous avions tort depuis le début ?» Il faisait face à une salle pleine d'experts, qui l'accusaient de ne rien connaître aux opérations navales. Mais il eut le courage de leur répondre « Vous non plus, vous ne comprenez rien. Parfois, un profane peut voir la vérité que les experts ne voient pas. L'expérience peut devenir une cage qui emprisonne la pensée, alors qu'une perspective toute nouvelle peut souvent résoudre ces problèmes jugés insolubles par la sagesse traditionnelle. » Le convoi a pu survivre, simplement parce qu'un chimiste canadien a refusé d'accepter que ce fût la meilleure solution. Des milliers de marins sont rentrés sains et saufs. Parce qu'il avait raison.